Bonjour à tous, j'avais pas vu que le lancement était parti, pardon. Bonjour à tous et merci de participer aussi nombreux à nos webconférences. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment préparer dès maintenant les élections du CSE de 2026. Pourquoi en parler aujourd'hui? Parce que les élections, ça ne s'improvise pas et on va voir tout ça avec Kevin, entre le respect du calendrier électoral, la négociation du protocole d'accord électoral qu'on appelle aussi PAP, la gestion des candidatures et l'organisation du vote, il faut vraiment bien anticiper pour avoir un scrutin très serein. Pour me présenter, je suis Élodie Delisle, je suis directrice marketing chez Jury Travail depuis plus de 8 ans et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer cette session avec Kevin. Bonjour Kevin. Bonjour Elodie, bonjour à tous. Kevin est juriste en droit du travail chez Jury Travail depuis bientôt 6 ans et si vous êtes fidèle à nos webconférences, vous savez sans doute déjà croiser et son expertise. Kevin a l'art de rendre accessibles et concrètes des notions juridiques qui concernent votre quotidien, toujours avec le sourire. Donc, c'est vraiment avec plaisir qu'on le retrouve aujourd'hui. Je suis également accompagnée par Marine. Bonjour Marine, qui est présente avec nous sur le chat. Alors, pour Marine, que vous connaissez également si vous nous suivez souvent, je pense que ce sera sa dernière webconférence puisque Marine attend un heureux événement. Et donc, on lui souhaite tout le bonheur possible à Marine et à son bébé. Si vous avez des questions, donc vous pouvez les poser sur le chat, Marine nous les partagera. Elles sont toutes les bienvenues. L'objectif, c'est vraiment de créer un échange avec vous pendant cette webconférence. Par exemple, on pourra voir quand faut-il commencer à organiser les élections, que doit contenir le protocole, le fameux protocole d'accord préélectoral, comment gérer le vote électronique s'il y a, et que faire en cas d'absence de candidat. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, Marine les recueillera. Si c'est des questions très personnelles, vous avez un petit bouton qui vous permet de poser directement des questions à nos juristes. Et donc, Kevin et son équipe pourront vous répondre dans les prochaines heures, les prochains jours. Et puis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser directement sur le chat. Une petite précision, le support a été créé pour être accompagné des explications de Kevin. Donc si vous voulez, recevoir le support, n'hésitez pas à vous inscrire directement en renseignant le formulaire. Vous recevrez donc ainsi le support plus le replay puisque l'un ne va pas sans l'autre. Avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous parler de Jury Travail, évidemment. Jury Travail, c'est le leader de l'information juridique en ligne depuis plus de 20 ans. C'est la plateforme de référence en droit du travail, en gestion des ressources humaines, qui accompagne les employeurs, les RH, évidemment les CSE dans toutes leurs démarches juridiques. C'est une équipe de plus de 50 juristes, tous diplômés bac+5, qui accompagnent chaque jour plus de 3000 clients dans tous les domaines de droit, droit social, droit fiscal, droit des sociétés, droit des affaires. Nous proposons 2 formules d'abonnement adaptées à vos besoins et quel que soit l'abonnement choisi, vous avez accès à l'intégralité de notre base documentaire, y compris les dossiers, les modèles que nous allons aborder ensemble aujourd'hui. Information importante, ces 2 formules sont spécialement pensées pour les CSE et financées à 100 par votre budget de fonctionnement. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez en savoir plus. Et puis Kevin, on va pouvoir commencer. Alors, cette fois-ci, on prend de l'avance. On va voir comment préparer dès maintenant les élections de 2026. L'objectif, c'est de ne pas subir la période électorale, mais d'en faire un levier de dialogue social. Nous allons vous partager les bons réflexes, les étapes clés, et puis des informations pratiques pour être prêt au moment venu. Donc, la mise en place du CSE, ensuite nous verrons le calendrier électoral, ensuite comment se porter candidat et le vote et les résultats. On commence donc par la mise en place. Kevin, peux-tu nous en dire plus sur le quand? Quand est-ce qu'une entreprise doit-elle mettre en place un CSE? Effectivement, c'est la question la plus importante, c'est quand est-ce que les obligations commencent? Et là, c'est à peu près simple. C'est dès lors que l'entreprise atteint pendant 12 mois consécutifs un effectif de 11 salariés. Alors, quand on parle de 11 salariés, on parle toujours en équivalent temps plein, hein, Mmh. en ETP. Euh, Effectivement, vous pourriez avoir des temps partiels qui ne compteraient pas pour un ETP. Donc, on parle toujours en ETP quand on va parler d'effectifs dans ce cas-là. Donc, c'est 11 salariés, il faut les avoir dépassés pendant 12 mois complets. Si on repasse en dessous, eh ben, on recommence à zéro. Et donc, ce nombre de salariés va être très important à connaître pour pouvoir également connaître le nombre d'élus que vont composer le CSE, parce que pour pouvoir connaître le nombre d'élus composant le CSE, il faut se référer, alors ça se complique un petit peu plus, il faut se référer au nombre d'ETP
à la date du premier tour de scrutin en se référant à l'effectif moyen de l'entreprise au cours de l'année précédant les élections. D'accord. Donc ça veut dire que on prend à la date du premier jour de scrutin l'effectif moyen en ETP qu'on a eu au cours des 12 derniers mois. C'est très important parce que ça permet d'éviter, par exemple, un employeur qui, voyant les élections se profiler, réduirait son volume, sa masse salariale, son volume de personnel pour diminuer le nombre d'élus, parfois quand on est au niveau des seuils. Donc, dès lors qu'on est sur 11 salariés pendant 12 mois de suite, on a l'obligation de mettre en place le CSE et dans ce cas-là, on calcule son ETP moyen au cours des 12 derniers mois. Donc, par exemple, là, on a des élections en janvier. On va regarder l'effectif moyen de 2025 et puis Mmh. on va calculer le nombre de personnes à élire sur cet effectif de 2025. Exactement. Par exemple, on se retrouve avec 28,9 ETP. Il n'y a pas de règle d'arrondi, hein. Oui, Donc 28,9 ETP, on sera à 2 titulaires, 2 suppléants. d'accord. Merci beaucoup. Est-ce qu'un salarié peut demander à son employeur de mettre en place le CSE? Bien sûr, lorsque l'employeur est défaillant, un salarié de l'entreprise peut parfaitement demander à l'employeur la mise en place de ce CSE. Et dès lors que le salarié en fait la demande, alors c'est assez rare, hein, mais ça peut arriver, dès lors que le salarié en fait la demande, dans ce cas-là, l'employeur doit enclencher son processus électoral dans le mois qui suit la réception de cette demande. D'accord. Et c'est la même, voilà, il est obligé de répondre et ensuite on déroule sur le calendrier dont on va parler maintenant. Exactement. Si Très ça bien. n'est pas fait, on est toujours sur du délit d'entrave. Voilà, Attention au niveau du CSE, le délit d'entrave, peut parfois être, l'employeur est parfois un peu obligé de s'autodénoncer quand il fait des demandes d'aide publique ou autre, parce que très souvent on demande l'avis du CSE ou le PV de carence qu'on verra tout à l'heure. Donc dès lors qu'il y a ces OTP, sans OTP qui sont atteints pendant 12 mois consécutifs, on met en place son CSE dans les 12 mois qui suivent, ou dès lors qu'un salarié en fait la demande, on le met en place, sinon c'est le délit d'entrave, qui est, au bout de la chose. d'accord. Et une question de Mélanie, donc sur les effectifs, si l'effectif de N-1 dépasse les 11, donc en Mmh. 2025, on est 15, mais en 2026, on n'est plus que 8. Là, il faut quand même Pas grave. organiser des élections? Exactement, c'est pas grave. Dès lors que votre effectif a été atteint, le processus électoral s'enclenche. Mmh, Après, les variations d'effectifs par la suite ne changent rien. d'accord. Vous pouvez fortement augmenter de salariés ou fortement diminuer, ça ne viendra pas modifier votre nombre d'élus, hein. Oui, Ça touche aux heures de délégation, selon une vieille jurisprudence qui s'appliquait, au CHSCT, mais ça ne vise pas votre nombre d'élus. Donc dès lors que votre obligation est en place, vous enclenchez votre processus électoral et peu importe les variations d'effectifs après. d'accord, très bien, merci beaucoup. Alors, avant d'aller plus loin, je voulais vous parler de notre dossier sur lequel a beaucoup travaillé Kevin, hein, qui aborde toutes ces thématiques sur les élections. C'est un dossier que vous pouvez retrouver sur jurytravail.com et on vous propose aussi à l'intérieur un modèle d'accord préélectoral à négocier avec votre employeur. Donc, n'hésitez pas à aller le télécharger et puis, comme ça, vous aurez toutes les informations pour organiser vos élections de manière très, sereine. On va passer à la deuxième partie qui est effectivement une des plus importantes, qui est le calendrier, électoral et le protocole d'accord préélectoral et la première question, c'est quel calendrier les entreprises doivent-elles respecter pour organiser les élections du CSE? Alors la première des choses, c'est dès lors qu'on a atteint notre obligation, on verra le renouvellement, hein, tout à l'heure si certains se posent la question, mais dès lors qu'on va avoir notre effectif de 11 ETP franchi pendant 12 mois, l'employeur va devoir informer le personnel de l'ouverture de ces élections. Et ça, il devra le faire tous les 4 ans, dans la mesure où les mandats des élus du CSE sont de 4 ans. Mmh. Donc, il informe le personnel de l'organisation de ces élections par tout moyen. Il n'y a pas de formalisme. Par contre, il faut que ça confère date précise, date certaine. Donc, on va être souvent, ça peut se faire par mail, ça peut se faire par affichage, ça peut se faire par courrier. Il faut pouvoir le dater, par contre, hein. Donc, on D'accord, date bien, quand on fait un affichage, on date bien les affichages. Donc, on fait ce document qu'on diffuse auprès du personnel, dans lequel on précise la date qui est envisagée pour le premier tour. Il faut que l'employeur quand même s'engage sur une date et cette date doit se tenir au plus tard 90 jours, après la diffusion. Donc 90 jours maximum pour avoir ce premier tour. Donc on fait cette information
au personnel. Et ensuite, on invite également par tout moyen les syndicats à venir négocier le protocole d'accord préélectoral, le Oui, fameux PAP. Alors j'ai vu qu'il y avait une question qui était passée dessus, on reviendra dessus tout à l'heure. Mais on invite donc tous ces syndicats à négocier le PAP après en avoir informé les salariés. Ça peut pousser des salariés parfois à se syndiquer. oui, bien sûr. Ce calendrier est-il identique en cas de renouvellement du CSE? Alors, en cas de renouvellement du CSE, on va avoir quelque chose d'un petit peu plus particulier. Ça, quoi, façon de parler. On va avoir notre date qui va arriver, la date des 4 ans. C'est la date de fin des mandats. Et donc, il faut enclencher ce processus électoral au moins 2 mois avant l'expiration des mandats. Donc, ça veut dire qu'il faut absolument penser, 2 mois avant l'expiration des mandats, de relancer son cycle électoral et d'inviter les syndicats à venir négocier le PAP, le protocole d'accord préélectoral. Et D'accord, donc, ça, on doit absolument les inviter 15 jours avant la réunion de négociation de ce protocole. Après, ils viennent ou ils viennent pas, c'est oui. leur choix, mais il faut surtout pas les oublier. Donc, 4 ans, les mandats sont de 4 ans, donc on n'oublie surtout pas 2 mois avant de relancer son processus électoral. D'accord. Doit-on informer il y a Émilie qui demande: «Doit-on informer les salariés 90 jours avant le premier tour ou doit-on obligatoirement respecter les 90 jours ou on peut les informer 60 jours avant le premier tour?» Pardon, excuse-moi, j'ai une petite coupure en même temps. Ah mince! J'espère que vous les tout le monde m'entend bien à part Kevin? Je t'entends bien, moi. OK, super. Il y avait une question d'Émilie sur, le délai d'information. On doit informer les salariés 90 jours avant le premier tour. Doit-on obligatoirement respecter les 90 jours ou peut-on les informer 60 jours avant le premier tour? C'est 90 jours. OK. En fait, c'est que, il doit y avoir les 90 jours, ça peut se faire aussi au bout de 60 jours, pardon, mais c'est un maximum, c'est 90 jours suivant la diffusion. D'accord. Donc on voulait pardon, heu, qui participe à la négociation du protocole d'accord préélectoral bah, dis donc, j'ai du mal à le dire, préélectoral et que contient-il? Alors, on invite à la négociation du protocole d'accord préélectoral, les syndicats Oui, représentatifs. Donc on a, c'est là où il faut toujours apporter une petite explication parce qu'il y avait eu une grosse réforme il y a quelque temps sur la représentativité des syndicats. Donc on invite les syndicats à cette négociation du PAP. oui, Donc, quels syndicats invités? Ce sont les syndicats, qui peuvent être présents dans l'entreprise. Ça peut être des syndicats qui sont présents dans la branche et c'est là où il est très important de se référer à sa convention collective et notamment aux arrêtés de représentativité. Les arrêtés de représentativité, vous les avez au niveau de votre, convention collective que vous pouvez télécharger sur notre site en cas de besoin et où vous allez avoir tous les syndicats représentatifs dans votre branche. On est généralement sur les mêmes, hein. oui, C'est en règle générale, CGT, CFDT, FO, CFTC et la CFE-CGC pour les cadres oui, et donc on invite tous ces syndicats par courrier recommandé. Vous pouvez trouver très facilement les adresses sur internet. On les invite au moins 15 jours avant la date de la première réunion d'accord. afin de pouvoir négocier, ce protocole d'accord préélectoral. Donc les syndicats, ils peuvent venir. Généralement, s'ils viennent, ils viennent quand même avec une trame, hein, ils ont déjà réfléchi de leur côté. On peut avoir parfois, ça peut être des salariés de l'entreprise, hein, qui sont Oui, déjà bien sûr. syndiqués, qui viennent et s'ils viennent pas, bah, dans ce cas-là, l'employeur fait son protocole d'accord préélectoral seul, Mmh. uniquement s'ils ne viennent pas, pour ne pas bloquer. Donc dans ce cas-là, quand Donc on va seul, faire son ça veut dire excuse-moi, seul, ça veut mmh, dire, sans même les membres du CSE, de l'ancien CSE? S'ils ne sont non, pas les syndiqués? membres du CSE ne sont pas présents, c'est vraiment les syndicats. D'accord, Les anciens membres du CSE, s'ils sont syndiqués, il y aura probablement une section syndicale dans l'entreprise, donc oui, ils seront invités dans ce cas-là et oui, ils participeront. Mais sinon, non, les membres du CSE ne négocient pas le protocole d'accord préélectoral. Et donc dans ce protocole d'accord préélectoral, on va pouvoir négocier, tout ce qui va être les modalités générales concernant l'organisation des élections.
On va négocier la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel dans les différents collèges électoraux. Heu, on va alors c'est pas vraiment de la négociation, mais on va rappeler également la proportion d'hommes et de femmes dans chaque collège. On peut avoir augmenté le nombre d'élus. Je vous donne un exemple, vous êtes une entreprise, qui se développe énormément, vous allez avoir des syndicats qui arrivent ou qui sont présents dans une entreprise qui se développe énormément. On a, 110 salariés, c'est-à-dire 6 tuteurs, 6 suppléants, mais on sait que ça va fortement augmenter. Donc on peut déjà négocier des sièges supplémentaires. D'accord. Ça va être souvent ce cas qu'on va avoir. On peut également, rajouter, augmenter le nombre, d'heures de délégation. Oui. Pourquoi pas? Ce qui peut être assez intéressant, ça va être également lorsque on va avoir, une volonté de créer un collège unique. Si on veut pas avoir un collège employé ouvrier, technicien genre de maîtrise, cadre, à part quand vous avez des collèges obligatoires, vous allez pouvoir négocier un collège unique. Et pour ça, il vous faut un accord unanime. Donc là, dans ces cas-là, ça va être l'occasion d'utiliser ce protocole d'accord préélectoral pour pouvoir, négocier ce collège unique. Mmh. Collège unique, vous avez forcément un collège unique quand vous avez moins de 25 salariés parce que vous avez qu'un seul titulaire, un seul suppléant. Mais quand vous êtes à plus de 25 salariés, vous avez au moins 2 élus, donc 2 collèges. Et via votre protocole d'accord préélectoral négocié, il est possible d'avoir un collège unique dans ces cas-là. D'accord. On vous a mis sur les slides pour l'importance de l'accord préélectoral. C'est vraiment là où il y a beaucoup de choses qui se jouent. C'est obligatoire, c'est aussi sécurisant, en fait, pour vous d'avoir une trame pour pouvoir, bah, voilà, gagner du temps, hein, c'est le dernier mot-clé qu'on avait mis sur cette slide, pour que vous puissiez bien gérer les négociations. En fait, si vous arrivez préparé, ce sera beaucoup plus simple pour vous en tant que syndicat, que syndicat de négocier avec votre employeur que d'arriver, sans savoir de quoi il parle. Donc en fait, on vous a préparé, ce protocole d'accord préélectoral. Marine va vous envoyer le lien pour vraiment vous accompagner. C'est vraiment pas à pas pour pour que vous puissiez vous poser les questions qui répondent à l'actualité de votre entreprise et aux besoins de votre entreprise. Donc n'hésitez pas à le télécharger. Il est, disponible également, sur le site directement. Kevin, est-ce que tu veux rajouter une information sur le protocole, d'accord préélectoral? Bah, pour répondre à Mariam, par exemple, effectivement, les syndicats, souvent, quand ils ne sont pas présents dans l'entreprise, ça arrive fréquemment qu'ils ne se présentent pas. Mmh. S'il n'y a pas d'accord avec des syndicats, il n'y a pas de collège unique dès lors qu'on dépasse les 25 salariés. Et en cas de besoin, vu que j'ai vu passer pour cette histoire de moyenne des ETP, si vous avez besoin de la référence, je vous l'envoie sur le chat. C'est la Cour de cassation qui précise systématiquement qu'on se réfère à la moyenne, à l'effectif moyen de, L'année l'entreprise au cours de l'année précédente. Donc précédente. en cas de besoin, vous aurez les références dans le chat. Ce sont des arrêts de 1990 et 95. Merci beaucoup pour cette précision, Kevin. On va passer aux questions-réponses. On a 2 premières questions-réponses à vous poser. Donc la première, c'est: «Un collège doit-il être créé même s'il n'y a pas de salariés éligibles?» Donc là, j'ouvre le vote. Vous allez voir, il y a une petite pop-in là qui vient de s'ouvrir. Vous pouvez répondre par oui ou par vrai ou par faux directement dans le sondage. Est-ce que ça marche? J'ai pas encore eu de réponse, donc je ne sais pas. N'hésitez pas. Voilà, ça y est, vous êtes lancés. Je commence à avoir des réponses et ça va nous permettre, Kevin, si tu veux bien, de prendre, quelques questions. Hem, Bien sûr. alors, il y a Fabienne qui nous demandait concernant les salariés en arrêt longue maladie. Est-ce que les salariés en arrêt longue maladie, à la date du début du processus électoral, doivent être informés des élections? Il n'y a pas de règle en fonction du fait qu'un salarié soit en maladie ou pas, il fait partie des effectifs. Donc c'est toujours un peu délicat de les informer, sachant qu'il n'y a pas la possibilité, mais généralement de les contacter. Mais techniquement, ils sont informés comme n'importe quel salarié. Mmh. Il y a Victoria aussi qui nous parle des collaborateurs en CDDU depuis 1 an, mais les contrats sont renouvelés tous les mois. Il y a donc un STC tous les mois. Les conditions d'ancienneté de 3 mois n'est donc pas d'actualité pour la liste électorale et ça, c'est sa question. Est-ce que, comme c'est Alors, en du théorie, si vous renouvellement. voulez renouveler, alors ça, c'est vrai que c'est un peu délicat dans votre question, mais théoriquement, si les contrats sont renouvelés, vous allez avoir l'ancienneté qui est reprise si les contrats se touchent.
OK. Après, s'ils se touchent pas, Oui, il faut c'est vraiment vrai qu'il qu'il y y a ait pas une d'ancienneté. continuité finalement Ouais. sur l'année. OK, il C'est y pas a tant le versement du STC qui va compter, ça va être vraiment si les contrats se touchent. d'accord et peut-être une dernière question avant de fermer les votes. Léna nous demandait: «Lors d'un premier CSE, lorsqu'on a eu 11 ETP pendant 1 an, combien de temps avons-nous pour organiser le vote?» Normalement, il doit être mis en place dans les 12 mois. D'accord. Merci beaucoup Kevin. Je vais fermer, le vote et donc les réponses données sont vraies. Et toi, qu'en dis-tu? Alors, en réalité, dans ce cas-là, la Cour de cassation a été plutôt logique. Elle n'impose pas la création d'un collège à partir du moment où il n'y a pas de salariés éligibles. De façon assez logique, pas de salariés éligibles dans un collège, pas d'obligation de créer ce collège. Des collèges sans salariés éligibles, on le verrait notamment, si, vous n'auriez pas, un collège où il n'y aurait pas de salariés, par exemple, avec l'ancienneté suffisante. Mmh. Donc ça, D'accord. c'est en 2013 où la Cour de cassation nous l'a précisé. D'accord, merci beaucoup Kevin. Je vais poser une deuxième question via le sondage. Existe-t-il des cas où le collège unique est obligatoire? On en a un peu parlé, donc pareil que tout à l'heure, vous allez avoir le vrai faux qui s'ouvre. C'est bon, c'est lancé. N'hésitez pas à répondre. Voilà, super, merci beaucoup. En cas de démission, avec, les organisations syndicales pardon, en cas de démission avec l'organisation des élections partielles, cette étape d'invitation des DS est-elle obligatoire? En cas de démission avec organisation des élections partielles, voilà, Oui, cette étape, bah, voilà, ça, c'est on est vraiment sur de l'élection partielle. Quand on fait voilà, une élection partielle, on reprend le précédent accord protocole d'accord, donc on ne réinvite pas les syndicats. oui, Donc on renégocie pas le PAP. non, on garde l'ancien pape. Là, donc là, c'est le cas de l'élection partielle, c'est lorsque le CSE perd plus de la moitié de ses titulaires ou qu'un collège électoral cesse d'être représenté. L'employeur doit organiser des élections partielles pour ouvrir les postes devenus vacants, Oui, sauf si la future élection est dans moins de 6 mois. d'accord. Très bien et il y a Isabelle aussi qui demande: «Dans une entreprise de 100 personnes où il y a 80 salariés cadres, est-ce qu'il faut avoir au moins 2 collèges cadres?» Alors, vous aurez un Un collège collège cadre cadre? Oui, dans ce cas-là et un collège employé, ouvrier, un collège technicien agent de maîtrise. Vous aurez 3 collèges dans votre cas. oui et oui, oui, oui et s'il y a qu'un seul salarié dans le collège? Eh ben, il doit y avoir ce collège, sauf si on négocie un collège, un regroupement de collèges, Unique, un collège unique. dans le PAP. OK. Mmh. Une entreprise pour le collège cadre, 4 cadres dont 2 éligibles, RAF plus RH, est-ce qu'une RH peut être élue? Ah, Alors c'est compliqué. ouais. Là, c'est très compliqué parce que c'est justement vous mettez justement le doigt sur, une problématique qui est passée devant le Conseil constitutionnel il y a quelque temps. Heu, il y a une question, il faut bien distinguer l'électorat et l'éligibilité. La question s'est posée pour quelqu'un qui est susceptible d'être représentant de l'employeur, est-ce qu'il peut être élu? Est-ce qu'il peut voter? Le Conseil constitutionnel a dit: «Il peut voter, par contre, il ne peut pas être élu». Donc la RH, Mmh. est-ce qu'elle peut être élue? À partir du moment où elle peut être considérée comme représentante de l'employeur, elle ne pourra pas être élue. Mmh. Alors après, c'est toujours la question, c'est est-ce qu'elle peut être représentante de l'employeur? Souvent, c'est le cas, pas Ouais, toujours, ouais mais et c'est c'est les souvent le mêmes cas. questions pour les membres du CODIR. Est-ce que les membres du CODIR peuvent être, éligibles Mmh. et est-ce qu'ils ont le droit de voter? Merci beaucoup Kevin. Alors, je vais fermer les votes là, on arrive sur une cinquantaine de réponses et la réponse est vraie et je pense que tout le monde a raison. Non? Je me trompe? Ou effectivement, oui, il y a des obligations de créer un collège unique. D'ailleurs, vous avez moins de 25 salariés. Ouais. Entre 11 et 24 salariés, il y a qu'un seul titulaire, un seul suppléant, donc il y a forcément un collège unique. Donc là, on se pose même pas la question. Ouais, ouais, OK, très clair. Merci beaucoup Kevin. Alors, on va reprendre la suite de la présentation. Voilà. Alors, sur la troisième partie, se porter candidat et la première question que j'ai envie de te poser Kevin, c'est qui peut se présenter aux élections du CSE? Alors, qui peut se présenter aux élections du CSE? Il faut évidemment, première condition, évidemment, être salarié de l'entreprise et être salarié majeur. Il faut avoir 18 ans pour pouvoir se porter candidat, être salarié de l'entreprise et jouir de ses droits civiques. C'est-à-dire qu'en cas de condamnation pénale, un juge peut
vous déchoir de vos droits civiques et dans ce cas, vous ne pouvez pas vous présenter à une élection, que ce soit, des municipales Oui, ou, également, l'élection du CSE. Alors c'est un peu compliqué pour l'employeur de vérifier si le oui, oui. salarié jouit de ses droits civiques, hein, parce que, ça n'est pas marqué sur le front comme on dit. Il y a toujours la possibilité d'essayer de vérifier les listes électorales, hein. C'est assez facile généralement sur internet de vérifier l'inscription sur la liste électorale d'une personne à partir du moment où on a son nom, son deuxième nom, son nom, son prénom, son deuxième prénom, son adresse. C'est assez facile de vérifier cela. Sauf que ça ne veut pas dire que la personne jouit ou non de ses droits civiques. Il peut tout simplement avoir déménagé, ne pas s'être inscrit sur les listes électorales de sa nouvelle commune. Donc, vous ne pourrez pas vérifier son inscription. Donc, c'est un petit peu délicat, honnêtement. Donc dans ces cas-là, bon, on va présumer que tout le monde, jouit de ses droits civiques, à moins que vous soyez au courant que l'employeur soit au courant d'une façon ou d'une autre. Mais dès lors qu'on est majeur et salarié de l'entreprise, techniquement, on peut se présenter aux élections du CSE, sauf quand on a un risque d'être assimilé à l'employeur où on peut, voter, mais on ne peut pas être élu. Mmh. Et est-ce qu'il y a une notion d'ancienneté, pour se présenter? Oui. Effectivement, dès lors qu'on va devoir, vouloir se présenter, il faut appartenir à l'effectif de l'entreprise depuis une certaine durée. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec cette question sur sur les contrats uniques, Oui, où vous avez une condition d'ancienneté qui est liée, à la possibilité d'être électeur, où là, oui. ça va être 3 mois. Mais dès lors qu'on va être, mince, qu'on veut se présenter aux élections du CSE. Excusez-moi, avec électorat et éligibilité, je Mmh. mélange parfois un peu les pinceaux. Donc, dès lors qu'on veut se présenter au CSE, il faut être présent dans l'entreprise depuis au moins 1 an. D'accord, depuis 1 an. Très bien. Il y a Amandine qui me demande une précision. Si j'ai bien compris, en tant que RH, on ne peut pas se présenter en candidat, mais est-ce qu'on peut le faire en tant que ARH? Alors, c'est pas, un non impossible, hein. Oui, C'est on peut se présenter, sauf si on a le risque d'être assimilé à l'employeur. Donc, on peut presque se dire, si la personne est susceptible de pouvoir présider le CSE, c'est qu'il ne pourra pas être candidat. Présider le CSE en remplacement de l'employeur. l'employeur. D'accord. Merci beaucoup. Ensuite, on va passer un petit peu plus en détail sur comment et quand faire acte de candidature. Alors ça va être très simple pour répondre. Il faut vérifier le protocole d'accord préélectoral qui va fixer toutes les conditions, toutes les procédures, vers qui il faut se tourner, à qui il faut écrire, envoyer un mail, quel délai, quelle date, tout est fixé dans le protocole d'accord. D'accord et hem et justement, c'est là aussi où on va parler parce qu'il y a Marine qui nous demande comment est réparti l'effectif dans les collèges. Est-ce que ça enfin non, la répartition dans les collèges, c'est la loi, mais sur le collège unique, ça aussi, c'est négocié à ce moment-là, dans le PAP? Oui, alors on va avoir la répartition au sein des collèges qui effectivement va être négociée dans le PAP, D'accord? négociée en cas d'accord, en cas de désaccord, souvent c'est la DRETS, hein, qui va régler le Ouais, problème, heu, mais tout est dans le protocole d'accord. Il d'accord, faudra toujours se référer à ce protocole pour justement avoir, tous les détails concernant le fait de se porter candidat. d'accord et bénéficie-t-on du statut de salarié protégé dès le dépôt de sa candidature? Bien sûr, dès lors qu'on va déposer sa candidature, on bénéficie du statut salarié protégé. C'est-à-dire que en cas notamment de licenciement, hein, c'est ce qu'on pense toujours, le salarié bénéficie de cette protection et il y aura besoin de faire pour l'employeur une demande d'autorisation auprès de l'inspection du travail pour pouvoir licencier, par exemple, le salarié. Oui, Donc, dès lors qu'on a envoyé sa candidature, on bénéficie d'une protection de 6 mois, d'accord. plus si on est élu après Oui, oui, évidemment. oui, d'accord et qui peut se présenter au premier tour et puis ensuite on verra au second tour? Alors, au premier tour, vous avez un cas un petit peu particulier. On n'est pas sur une élection à 2 tours comme on pourrait l'imaginer dans des élections classiques. On est sur une élection à 2 tours où vous allez avoir un premier tour qui va être réservé à une catégorie et le deuxième tour qui va être ouvert à tous. Donc le premier tour, seuls les syndicats peuvent présenter des candidats.
Ce premier tour est extrêmement important parce que c'est ce qui va permettre de calculer la représentativité syndicale dans chaque branche, au niveau national, dans l'entreprise. Donc seuls les syndicats peuvent présenter des candidats au premier tour. Un salarié qui veut se porter candidat qui ne serait pas syndiqué devra forcément se tourner vers un syndicat pour constituer, sa section syndicale et se présenter, à ce premier tour. Le deuxième tour, il est libre et là, dans ce cas-là, tout salarié peut se présenter lors de ce deuxième tour. OK, donc pour résumer, le premier tour, il est réservé aux salariés syndiqués. Si, après le premier tour, il reste des places, alors on fait un deuxième tour, un second tour où tout le monde, cette fois, peut se présenter. Exactement, donc on va forcément avoir ce premier tour réservé aux syndicats. Donc comme tu dis, très bien, il peut rester, par exemple, des places parce Mmh. que tous les postes Les peuvent ne sièges, pas ouais. être exactement, peuvent ne pas être pourvus. Et il y a également un autre cas, c'est lorsque, il y a le quorum n'est pas atteint. Il faut, pour pouvoir être élu, avoir un quorum. C'est pas parce qu'il y a qu'une seule liste, par exemple, même si tous les postes sont il y a des candidats sur tous les postes, ça ne voudra pas dire que forcément la liste va gagner. On parle de liste, hein, on est toujours sur des élections de liste à ce niveau-là. D'accord. Il Parce faut qu'en fait, le nécessaire salarié qui vote, il peut barrer les personnes qui souhaitent pas voir, dans le CSE, finalement? Il peut barrer, voire le cas le plus fréquent, il peut ne pas y avoir assez d'électeurs. Il D'accord, faut nécessairement, en fait, pour pour gagner au premier tour, il faut forcément avoir plus de la moitié des électeurs inscrits. Si il y a moins de la moitié des électeurs inscrits qui votent, d'accord, ça veut dire que le quorum n'est pas atteint et dans ce cas-là, personne n'est élu. d'accord. Donc on Donc prend un c'est exemple. vraiment un minimum, Je hein. suis une entreprise où il y a 50 salariés. Il y a donc, 2 collèges, un collège cadre, un collège non cadre. Mmh mh. Donc 2 personnes à élire dans ces 2 collèges, si je ne me Mmh. trompe pas, mais ça on le verra après, hein, le nombre de personnes par collège. La 1 tour des élections, il n'y a que 20 personnes qui votent, le quorum n'est pas atteint, on recommence une deuxième élection, plus tard. Le deuxième tour, tous les postes seront ouverts et là, il y aura pas de quorum. Et là, il y aura pas de quorum et et les personnes qui se présentent peuvent être des personnes syndiquées ou non syndiquées, c'est pas forcément les mêmes. Au deuxième tour, effectivement. Au deuxième tour, les candidatures sont totalement libres. Il n'y a pas d'obligation d'appartenir à un syndicat. Et si c'est quand même un salarié, porté par un syndicat qui gagne le deuxième tour alors qu'il a perdu le premier, c'est le poids qu'il a, c'est toujours la même enfin ça change pas s'il avait gagné le premier. Ça ne changera pas parce qu'en réalité, le premier, ça va juste servir à la représentativité. Ça, D'accord, c'est un tout autre sujet. Ce sera essentiellement pour avoir un délégué syndical derrière. d'accord, Dès lors qu'on a plus de 10, on peut, nommer un délégué syndical. Donc là, dans ce cas-là, en fait, il se portera candidat. Imaginons l'exemple souvent qu'on va voir, c'est, une liste au premier tour, pas le quorum. La même liste se présente au second tour, ils seront élus. d'accord. Et alors le cas inverse, là on est dans le cas où il y a vraiment des syndicats. Mais si dans une entreprise il n'y a pas de syndicat, est-ce Mmh. que l'entreprise doit quand même faire le premier tour alors qu'il y a personne qui se présente? Alors ça, la question est intéressante parce qu'elle est très souvent posée. Il n'y a pas vraiment de règles clairement définies à ce niveau-là, mais par contre, on repart toujours sur le code électoral et il y a quand même une règle au niveau de l'électorat, c'est qu'une personne a le droit de voter blanc. Donc à partir du moment où il n'y a pas, de personnes, de candidats, Mmh. on peut se dire qu'on peut toujours voter blanc. Donc un électeur a le droit de voter blanc s'il le souhaite. Ça, que ce soit sur une élection du CSE ou sur une élection municipale, départementale, bon, présidentielle sans candidat, ça n'arrivera pas. Mais, tout ça est toujours possible. Donc à partir du moment où on doit, avoir le droit de pouvoir voter blanc, ça veut dire qu'on a un choix. Sans rentrer dans du conseil, on peut se dire que, bah, dans ce cas-là, il faut permettre à n'importe quel électeur de l'entreprise de pouvoir voter blanc. Donc il faut malgré tout organiser son élection. D'accord. Encore un truc, d'accord, très bien. Alors maintenant, on va voir comment procéder à la liste des candidats, la parité, le collège, les titulaires, les suppléants et puis est-ce que, cette composition de liste est valable à la fois pour le premier tour et pour le second? Donc vas-y, explique-nous tout, s'il te plaît, Kevin. Alors, c'est assez complexe, malheureusement, c'est la partie qui est assez compliquée
et qui peut parfois poser problème. Donc, on fait une liste de candidats dans lesquels on met les noms des personnes qui se portent candidats, hein. Vous avez toujours 2 listes dans chaque collège, une liste suppléant, une liste, pardon, titulaire et une liste suppléant. Les 2 ne se mélangent pas. Mmh. On peut être candidat à la fois en tant que titulaire, à la fois en tant que suppléant, hein. C'est possible, hein. Il n'y a pas d'interdiction à ce niveau-là. Mais donc on présente sa liste au premier tour ou pourquoi pas au deuxième tour. On se présente dans un collège, on ne peut pas se présenter dans plusieurs collèges, hein, on appartient à une catégorie, pas à deux. Pour répondre à la question de Riyad, par exemple, si on bénéficie d'une promotion, ça ne change rien. Mmh. On reste dans son collège de départ. Et Donc sur les donc, sur les 11 mois de la enfin sur les 12 mois de l'année précédente? peu importe, ça c'est au niveau de la Ah oui, OK. première de la date du premier tour qu'on va regarder. D'accord, OK. Du protocole d'accord préélectoral, pardon, qui a organisé les collèges Oui, électoraux d'accord, en mettant tout le monde dans son collège. Pardon, d'accord. excusez-moi. Donc on fait sa liste, avec des salariés de l'entreprise et donc ensuite on vote pour sa liste, on l'ouvre au vote. Au niveau de cette liste, c'est là où va y avoir une spécificité au niveau du premier tour. Cette spécificité n'est pas présente au deuxième tour, elle est présente qu'au premier tour. Il faudra avoir une représentation équilibrée homme-femme. Alors c'est très compliqué. Mais oui. Vous allez avoir de toute façon dans le protocole d'accord préélectoral la mention de l'équilibre à respecter et vous devrez avoir, je vous dis n'importe quoi, hein, une femme, un homme, une femme, un homme ou parfois plus de femmes que d'hommes ou plus d'hommes que de femmes en fonction de l'équilibre qui va être nécessaire. C'est obligatoire, on ne peut pas, y déroger, on doit respecter ça et à défaut, ça peut entraîner des recours derrière pour tenter de faire annuler, l'élection. Donc il faut nécessairement respecter cet équilibre qui va être précisé dans le protocole d'accord préélectoral et qui va être calculé, généralement par l'employeur ou par les services, des ressources humaines de l'employeur pour pouvoir dire exactement quel équilibre il faut respecter. Et donc on doit faire sa liste de candidatures en respectant cet équilibre. On peut faire une liste incomplète, hein, on peut ne pas avoir assez de candidats. Attention toutefois, la liste incomplète, ça peut avoir des incidences sur la représentation, mais il faut pas en fait faire une liste incomplète pour contourner la représentation équilibrée homme-femme. Il y a eu quelques affaires en termes de jurisprudence où, il y a eu un contournement de l'équilibre en présentant plusieurs listes incomplètes. Bon, ça reste des cas quand même assez extrêmes. Oui. C'est-à-dire faire exprès de pas compléter et de créer une autre liste à côté avec d'autres personnes, quoi? Ouais, Ah OK. exactement. Ouais. Donc, c'est tout ça est assez, complexe à la base, donc le mieux, c'est de respecter l'équilibre qui va être indiqué dans le PAP et ensuite, on fait sa liste qui peut être incomplète. On peut faire, même une liste avec un seul candidat, même s'il y a, 4 postes à pourvoir, dès lors qu'il y a pas d'intention frauduleuse, derrière. Et D'accord. puis on peut mettre des mêmes noms dans les titulaires et dans le suppléant, sachant que dans ce cas-là, si jamais la personne Titulaire? est élue titulaire, elle sera pas suppléante en même temps. Oui, oui. Du coup, ça fait la personne d'en dessous de la liste qui sera, suppléante si jamais. Ouais, en général, oui. OK. Merci beaucoup Kevin. Que se passe-t-il des fois, il y a pas de candidat, alors du coup, comment ça se passe dans ce cas-là? En cas d'absence de candidature? Alors, en règle générale, quand on n'a pas les syndicats qui viennent à la négociation du PAP, très souvent, on n'a pas forcément de candidats qui vont se syndiquer. Donc on va souvent avoir une carence de candidature au 1er Au tour. 1er tour, ouais. Donc dans ce cas-là, on fait notre deuxième tour et il peut arriver qu'il y ait toujours pas de candidat, Mmh. ce qui peut même être fréquent parfois dans des petites entreprises. Donc dans ce cas-là, on doit émettre ce qu'on va appeler un procès-verbal de carence. Le procès-verbal de carence, ça va être un document qui va permettre de démontrer déjà à l'administration qu'on a rempli que l'employeur a rempli ses obligations, d'organisation des élections du CSE et ça va permettre dans tout un tas de demandes d'aide publique, d'activités partielles, de prouver le pourquoi on ne peut pas transmettre l'avis du CSE. D'accord.
et donc ça permet également de d'informer les salariés qui sont très probablement déjà au courant, qu'il y a une carence aux élections et que, aucun candidat ne s'étant présenté, le CSE n'est pas mis en place. Et donc dans ce cas-là, ben, un salarié pourra toujours, s'il le souhaite, demander plus tard, donc ça on revient à ce qu'on avait dit, au tout début, demander plus tard à ce qu'on relance un processus électoral au moins 6 mois après, D'accord, afin de pouvoir, renclencher un processus électoral et se porter candidat. Si jamais il y a aucun candidat, le préavis de carence est valable pendant 4 ans. Donc ça veut dire que pendant 4 ans, l'employeur ne sera pas obligé de lui-même de oui, renclencher un cycle. d'accord et alors, tout à l'heure, on a vu que même s'il y avait pas de candidat au premier tour, il fallait quand même le faire. Est-ce que s'il y a pas de candidat au second tour, il faut encore organiser un second tour? Là aussi, ça va être un peu le même C'est la même problème. Est-ce ouais, qu'on doit pouvoir voter blanc ou pas? Il y a tout un débat, hein, à avoir. ouais, C'est ouais. vrai qu'il y a pas vraiment de litige parce qu'il y a pas forcément d'intérêt d'aller, jusqu'au tribunal pour ce genre de choses, donc on le voit pas trop. Mais on peut se dire, des personnes peuvent avoir le droit de voter blanc, donc est-ce qu'on, laisse pas la possibilité malgré tout de pouvoir voter blanc? D'accord. Merci beaucoup Kevin. Alors on a plusieurs questions, est-ce que tu es OK pour en prendre quelques-unes? Bien sûr, bien sûr. Alors, quel impact sur le CSE pour une équipe de salariés répartis sur 2 sites avec 2 cirés différents? Au niveau des collèges par exemple, ou tout autre niveau? Des sirettes ou des sirènes? C'est écrit Sirette. Sirettes. Alors dans ce cas, vous êtes sur une seule entreprise, donc ça change rien. Une OK, seule entreprise, un seul employeur, un seul CSE. d'accord et si c'est Sirène cette fois? Si on est sur Sirène, ça veut dire qu'on est sur plusieurs entreprises, donc plusieurs personnes morales. Donc en théorie, c'est plusieurs employeurs différents qui, même s'ils peuvent avoir des liens actionnariales, heu, identiques, vous êtes théoriquement sur plusieurs, employeurs, donc plusieurs personnes morales différentes. Ça veut dire que vous allez avoir votre entreprise A avec son CSE, votre entreprise B avec son CSE. D'accord. Donc, sauf à mettre en place ce qu'on appelle une unité économique et sociale, une UES, qui US. permettrait de faire comme si c'était une seule entreprise. Chacune de ces sociétés va faire son propre CSE. Après, il pourra y avoir un CSE central par la suite, sous tout un tas de conditions qu'on va pas forcément évoquer, parce que ce sera assez long, Mmh. mais il y aurait la possibilité parfois d'avoir des CSE d'établissement avec un CSE central. D'accord. Oui, surtout dans les grosses entreprises finalement. Oui, surtout quand il y a beaucoup de filiales. Dans les plus petites entreprises, on va plutôt privilégier l'UES qui va avoir un énorme avantage, ça va être de pouvoir négocier des accords collectifs, valables pour toutes les sociétés de l'unité. D'accord et par rapport à la question de l'adresse finalement, nous chez Jury Travail, on a 3 sièges différents, un à Clermont, un à Nanterre et un à La Rochelle, et on n'a qu'un seul CSE. L'adresse finalement n'a pas d'importance, c'est vraiment les collèges qui comptent? Exactement. Chez Jury Travail, là, par exemple, on va avoir sur 3 établissements différents, mais ce sont, 3 établissements, ce sont, des établissements secondaires. En réalité, on est sous la même personne qui est la société Jury Travail. C'est juste, en fait, c'est un peu les bras, de la société qui sont disséminés à Clermont, Paris et La Rochelle, mais ça reste la même personne. Donc on va avoir un seul CSE, pour nous tous. D'accord, merci beaucoup. Quel impact pour le CSE pour une équipe de salariés répartis sur 2 sites? Bon, bah, ça on l'a vu, pardon. Si on met un seul salarié sur une liste, est-ce que le suppléant doit être du sexe opposé pour respecter l'égalité homme-femme? En théorie. Pardon, Non, parce que un c'est seul sur salarié 2. disponible, est-ce que le suppléant Voilà, non, là, vous êtes sur, sur une 2 listes autre finalement. liste. Oui. Voilà. Vous devez respecter votre parité, en fait, sur la liste des titulaires et sur la liste des suppléants. Vous êtes sur 2 listes qui sont, complètement à part. Donc dans votre première liste, ça va être, femme, homme, par exemple, et dans votre deuxième liste, ce sera aussi femme, homme. Oui, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure quand tu disais on peut créer des nouvelles listes pour pas avoir à faire, cette Certains l'ont bah, essayé, ouais. pas forcément par côté misogyne, hein. C'est que je pense qu'ils devaient pas avoir de candidats et Assez ils de avaient ouais. c'est ça, ils avaient pas assez de candidats et ils avaient besoin on était sur des problématiques de représentativité syndicale, hein. Ils avaient, essayé justement d'accroître leur représentativité de cette façon. D'accord. Est-ce qu'on peut utiliser le même process que pour l'élection du délégué du personnel?
Alors là, on va être, le délégué du personnel, je pense que, on parle de ce qui se passait avant le CSE. C'est quelque chose qui est Oui, assez qui proche, mais par n'existe contre, on plus. applique maintenant les règles du Oui, oui, CSE. ça Il peut n'existe y plus. avoir quelques subtilités, exactement. On a encore des délégués parfois qui vont exister, mais ça va dépendre de certains accords d'entreprise. Ça marche. Merci beaucoup, Kevin. On va passer à la dernière partie sur les votes et les résultats. Alors, comment se déroule le vote? Et comment mettre en place le vote électronique puisqu'on est de plus en plus souvent finalement en télétravail? Comment le mettre en place dans l'entreprise? Exactement et avec les différents établissements, le vote électronique peut être Eh beaucoup oui, plus simple. ça Donc comment se déroule le vote? Ça, c'est simple, on regarde le protocole d'accord préélectoral, là aussi. C'est le PAP qui va dire toute la procédure, les dates, les heures, comment ça se déroule. Donc toujours vérifier le protocole d'accord préélectoral. Concernant le vote électronique, on a rajouté la question parce que, il y a un petit piège à ce niveau-là. Au niveau de ce vote électronique, on ne met pas en place le vote électronique dans le protocole d'accord préélectoral. Donc depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de dire: «Tout est dans le protocole d'accord», pas le vote électronique. sauf Le le vote vote téléphonique. électronique exactement, il doit être dans un accord à part. Donc en réalité, l'employeur doit tenter de négocier un accord avec les partenaires sociaux, pour la mise en place du vote électronique et à défaut d'accord, parce que, il y a eu un refus, on n'a pas réussi à se mettre d'accord ou tout simplement, il n'y a pas de partenaires sociaux dans l'entreprise. À défaut d'accord, l'employeur peut, décider, seul de la mise en place du vote électronique. Donc c'est uniquement à l'issue d'une négociation loyale. Alors ça, on insiste toujours dans le droit sur le côté loyal des négociations, hein. Il ne faut pas arriver, pour un employeur braquer et dire, grosso modo: «Ça va se passer comme ça, donc je vais tout refuser pour que ça arrive». Il faut quand même qu'il y ait une certaine loyauté dans les négociations. Donc si il n'y a pas d'accord ou s'il n'y a pas de délégués syndicaux dans l'entreprise, l'employeur peut décider de la mise en place du vote électronique par décision unilatérale et donc ce sera vraiment un document à part et ensuite, on rappellera la prés la les conditions pour faire ce vote électronique dans le protocole d'accord préélectoral, hein. En cas de besoin, D'accord. on a tous ces modèles dans notre dossier, n'hésitez pas à les télécharger. D'accord, merci beaucoup, Kevin. On va passer à la deuxième session de questions-réponses. Je vais lancer donc la nouvelle question. Le dépouillement doit avoir lieu immédiatement après le vote. J'ouvre, le sondage. Vous avez normalement ce petit pop-in là qui apparaît. N'hésitez pas à répondre pour que je vois que ça marche bien. Pour le moment, personne ne répond. Ah voilà, ça y est, super, merci beaucoup. On va pouvoir prendre du coup quelques questions, notamment la question de Jennifer qui nous dit: «Dans le cas où l'entreprise comporte plusieurs collèges électoraux, mais qu'un seul collège est représenté et que tous les sièges ne sont pas pourvus, l'obligation de mettre en place un CSE s'applique-t-elle malgré tout? Peut-on dissoudre un CSE s'il ne reste qu'un élu?» par exemple. Alors, on doit, continuer le processus électoral. On aura notre CSE qui sera en place dans cet exemple et en aucun cas on ne peut dissoudre un CSE. Oui. Alors là, c'est j'imagine si, le CSE n'existe plus, s'il y a plus personne, si tout le monde a démissionné? S'il y a plus personne, on doit faire ces élections partielles. Voilà. S'il y a pas, même dès lors qu'on a on passe sous la moitié des titulaires, du nombre de titulaires qu'on devrait avoir, on doit avoir ces élections partielles. Après, s'il y a plus de candidats, bon, ben, votre CSE sera vide. Il y aura plus vraiment d'existence propre. Il existera, mais il y aura plus personne dedans. Mmh. Mais il Ça marche. servira à rien, il pourra pas être convoqué, il pourra rien se passer dans la mesure où il y a plus personne dedans. Ouais, ouais, ouais. Et il y avait Derry aussi qui nous demande, mais ça on a déjà répondu: «Est-ce qu'on peut se présenter à la fois comme titulaire ou comme supplément ou on doit choisir?» Non, on peut se présenter pour les 2. Et puis si on est titulaire, alors tant mieux. Si on l'est pas, alors on a peut-être plus de chances d'être suppléant en fonction des votes, de l'entreprise quoi, des salariés. Exactement, exactement. Merci beaucoup. Alors je vais pouvoir mettre fin au sondage, au premier sondage. Vous êtes 80 à dire que oui, le dépouillement doit avoir lieu immédiatement après le vote. Alors là, la jurisprudence a été, plus sympathique, on va dire, Nuancé. heu, à ce niveau-là. La Cour de cassation n'impose pas un dépouillement immédiat.
Ça peut se produire plus tard pour des raisons notamment d'organisation. La seule condition, c'est que dès lors que le dépouillement n'a pas lieu immédiatement après le vote, il faut que l'urne soit sous scellé et surveillée. D'accord. Alors, après, c'est toujours très compliqué, hein. Si l'urne elle n'est pas scellée, alors c'est vrai qu'on parle toujours d'urne scellée, on est quand même sur des jurisprudences qui ne sont pas des plus récentes où le vote électronique n'existait pas forcément. Mmh. Heu, si l'urne n'est pas scellée, ça ne veut pas dire forcément que l'élection est annulée. Il faudra quand même démontrer que, ça aurait faussé le résultat. OK. Donc tout ça est toujours à démontrer. Mais normalement, il faut, si possible, dépouiller immédiatement après. À défaut, il faut s'assurer de la sécurité, heu et de surveiller l'urne. Quand c'est du vote électronique, ça pose moins de problèmes, mais généralement, le vote électronique, on a les résultats immédiatement, donc Oui, oui. on ne se pose pas. Ça, c'est une question qui se pose surtout quand on a de l'urne un petit peu à l'ancienne. Et quand tu dis qu'il faut qu'elle soit surveillée, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait toujours quelqu'un, mais j'imagine un représentant, du futur CSE plus un enfin, parce que du coup les C'est pas 2 la peuvent peine. se ah oui? Ce serait pas forcément la peine. Alors, c'est de la vieille jurisprudence, hein, tout Ouais, cela. Là, maintenant, on a les capacités de vérifier tout cela. Il suffit que ce soit, scellé dans une pièce fermée à clé. On peut avoir des caméras de surveillance qui peuvent détecter des mouvements. Il y a tout un tas de possibilités maintenant pour éviter ce genre de choses. ouais, ça marche. Merci beaucoup. Le le dernier, deuxième et dernier vrai-faux sur, les heures de fermeture. Alors ça, on n'en a pas encore parlé, mais c'est vrai que c'est toujours une question importante, les ouvertures et les fermetures. Et la question ici, c'est: peut-on avancer l'heure de fermeture du bureau de vote? Alors je vous voilà, vous pouvez commencer à répondre. Alors, Si par sous-entendu parce que exemple tout le monde aurait voté. tout le monde a voté, voilà, Mmh. finalement on est une petite entreprise, il y avait 20 personnes, les 20 personnes ont déjà voté. Est-ce qu'il faut attendre 18 heures pour fermer le bureau de vote? Exactement, parce qu'on a toujours des gens qui tiennent ce bureau de vote. Donc, ça pourrait être tentant, vu qu'il y a plus personne qui doit voter, de le fermer de suite. Alors, il y a une question intéressante de Karine, parce que tout à l'heure, je disais on peut barrer des personnes sur les listes, qui nous demande, sur le PAP, est-ce qu'on peut y mettre une disposition indiquant qu'il ne peut pas y avoir de raturage sur une liste? Non. Non, c'est voilà, c'est un droit du salarié de choisir finalement. Oui, Ouais, ça, c'est vraiment de la règle électorale. On a le droit de barrer des noms, si ouais, on le ouais. souhaite. D'accord, très bien. Merci beaucoup Kevin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sur qui doit tenir le bureau de vote? Alors ça, on va On y avoir va, on va généralement le des voir appels à après. la candidature. Oui et est-ce qu'il y a des règles, strictes pour établir le bureau de vote ou est-ce que l'on peut faire ce que l'on veut à partir du moment où c'est écrit dans le PAP? Alors, on fait pas ce qu'on veut. Généralement, là aussi, il faut aussi se référer aux règles électorales, hein. On est sur un bureau qui doit rester ouvert, hein, qui peut pas être renfermé. Généralement, on va avoir très souvent des représentants de l'employeur, des représentants du des salariés tirés au sort volontaires, heu, peu importe. Ce qui est important, c'est d'avoir plusieurs personnes, si possible, qui n'ont pas un intérêt dans le vote. Mmh. OK, très bien. Merci beaucoup C'est Kevin. pas impératif, hein, ce que je vous dis, hein, Oui, mais oui, c'est oui, toujours mieux c'est pour mieux. éviter le Ouais, doute. bien sûr, je comprends. Donc je vais fermer le vote et vous êtes 64 à nous dire que non, on ne peut pas annuler, on ne peut pas, avancer l'heure de fermeture du bureau de vote. Alors, la jurisprudence a répondu à cette question en 83, donc ça date pas d'hier, Ah oui, mais là, il y a pas vraiment eu beaucoup plus de litiges depuis. En quaran donc techniquement, si tous les salariés ont voté, on peut fermer le bureau de vote plus tôt. d'accord. C'est ce qu'a dit la Cour de cassation. En fait, la Cour de cassation a dit que, le fait de ne pas respecter les durées d'ouverture des bureaux n'entraîne pas force automatiquement l'annulation de l'élection. Et on a des exemples, par exemple dans cet arrêt de 83 où, la Cour de cassation a précisé que cette modification d'horaire, heu, n'entraîne la nullité que si ça empêchait certains électeurs de participer au vote, si Mmh. ça a une influence sur le résultat du scrutin. Si ça n'est pas le cas, dans ce cas-là, ça ne peut pas entraîner l'annulation de l'élection. Donc dans le cas de notre entreprise de 20 salariés où on a mis 9h-18h pour les ouvertures de bureaux et qu'à 10h tout le monde a voté, si on ferme plus tôt, ça n'aura pas d'impact sur le résultat, donc ce ne sera pas une cause d'annulation automatique de l'élection. D'accord.
Merci beaucoup, Kevin. On va poursuivre avec la question suivante, c'est comment calcule-t-on la représentativité syndicale? Alors, la représentativité syndicale, c'est très important et c'est pour ça que vous avez un premier tour qui est un petit peu à part. Mmh, La représentativité syndicale, ça va permettre de savoir quels sont les syndicats représentatifs dans l'entreprise, dans la branche professionnelle, mais aussi au niveau national. mmh. Et c'est là où on va répondre à toutes vos questions sur le quorum, que vous avez posé dans le chat, donc soyez bien attentifs. Exactement. Donc, on a notre quorum qui va être atteint ou pas. Mmh. Qu'il soit atteint ou pas, ça ne change rien à la représentativité syndicale. Vous pouvez même avoir eu, un seul électeur sur, 100, et beh, s'il vote pour le syndicat en place, il y aura pas le quorum, par contre, il y aura la représentativité. D'accord. Donc, vous avez votre dépouillement qui va se faire, votre représentativité, qui sera, calculée et dès lors que votre liste syndicale obtient au moins 10 des suffrages exprimés, donc on parle bien des suffrages exprimés, hein, pas des suffrages au niveau des votants. Ceux qui ne votent pas, l'abstention n'est pas comprise. Ouais. Donc dès lors qu'on a 10 des suffrages exprimés, et ben dans ce cas-là, on est considéré comme représentatif. C'est très important parce que cette histoire de représentativité permet de nommer, Un de délégué syndical. désigner un délégué syndical. Si on n'est pas représentatif, on n'a pas de délégué syndical, on a un représentant de section syndicale. Sauf que la différence, elle est énorme, c'est que le délégué syndical peut signer un accord d'entreprise, le représentant de section syndicale, lui, ne le peut pas. Mmh. Donc la représentativité syndicale, elle est essentielle. Elle se calcule au premier tour et elle permet de nommer ou pas un délégué syndical. Alors il est évident que s'il n'y a qu'une seule liste, bon, le syndicat sera forcément représentatif. Il y a assez peu de chances qu'il y ait aucun électeur. Je ne sais même pas d'ailleurs s'il y a eu des affaires comme ça qui seraient passées, mais il y a quand même assez peu de chances que ça arrive. Si on a 2 listes, effectivement, vous pouvez avoir une représentativité qui va être plus ou moins forte, mais ça va être très important parce que de cette représentativité permettra de signer un accord ou pas. Prenons un exemple, on veut signer un Ouais. accord, vous avez eu une liste CGT qui a fait, 40, une liste CFDT qui a fait 60. Ben ça veut dire que votre délégué syndical CFDT aura la capacité de signer un accord à lui seul, dans notre exemple, parce qu'il sera majoritaire, et il aura suffisamment de représentativité à lui seul pour pouvoir signer n'importe quel accord. D'accord et du coup l'autre, par contre, il ne peut rien signer, enfin il peut sa voix, elle est quand même, plus limitée, quoi? Oui et non. Alors, à la base, oui, effectivement, à 40 c'est pas Mmh. suffisant pour signer un accord. Par contre, il est possible de faire ce qu'on appelle des accords minoritaires, D'accord. c'est-à-dire que dès lors que vous allez avoir un syndicat qui représente au moins 30, dans notre exemple CGT qui ferait 40, il signe, la CFDT refuse de signer, et ben dans ce cas-là, l'employeur pourra proposer l'accord au référendum d'entreprise. D'accord et si par exemple tu en as 3, CFDT, CGT et CFE-CGC par exemple, le Mmh. premier il fait, 50 et les 2 autres font quand tu cumules les 2 font 50 aussi. Est-ce que les 2 peuvent se mettre d'accord pour signer un accord? Alors un accord, c'est toujours 50 plus 1, Ouais, donc ça marche pas. donc là, ça marchera pas. OK. Merci beaucoup Kevin. Alors comment sont attribués les sièges? Alors ça, c'est la question, probablement la plus compliquée. Fort heureusement, quand on fait les déclarations, on fait ça de façon électronique, hein, maintenant. Il faut que le logiciel vous fasse le calcul directement parce que le calcul est incompréhensible dès lors qu'on est dans des situations un petit peu complexes. En réalité, vous allez avoir, le quotient électoral à calculer. Donc de ce quotient électoral, vous allez devoir l'augmenter des unités de sièges attribuées à chaque liste. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que personne n'y comprendra rien. Ouais, ouais. Ce sont des règles de calcul mathématiques qui permettent de savoir, grosso modo, en fonction de tel pourcentage, ça va faire tant de sièges. Mais ça, les logiciels vous le feront bien mieux que moi. Merci Donc, beaucoup on Kevin. utilise le logiciel pour faire ce calcul parce que quand on a plusieurs listes, ça devient Ouais, compliqué, infaisable. ouais, 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 ouais. Quoi, compliqué. Avec mon niveau en mathématiques, en tout cas, c'est infaisable. On te demandera pas ça. Quel logiciel nous dit Marine? Bah, justement, ce dont tu parlais tout à l'heure.
Alors, soit vous avez un logiciel interne, sinon alors au niveau des vieux CERFA, ils vous expliquaient comment le calculer. Alors là, je suis pas totalement sûr de moi. Je me demande si la télétransmission maintenant ne le calcule pas. Mais je suis pas totalement sûr sur ce point. D'accord. Comment l'employeur doit informer ses salariés des résultats des élections? Alors, il proclame les résultats, donc on va faire la proclamation, des résultats comme on l'a dans n'importe quelle élection. C'est très simple en réalité, c'est le procès-verbal de l'élection Mmh, qui est affiché directement dans l'entreprise, de façon dématérialisée ou pas. Et l'employeur doit établir un procès-verbal collège par collège dans lequel d'accord, il proclame les résultats. Ces procès-verbaux sont envoyés sur la télédéclaration électionprofessionnelle.travail.gouv.fr et ces résultats sont publiés, ils sont accessibles à tout à chacun, hein. d'accord. N'importe qui peut consulter les résultats pour n'importe quelle entreprise. C'est anonyme, hein, il n'y a pas les noms, mais Oui, mais on est-ce peut que tu peux avoir les organisations syndicales, par exemple? ouais, on a les Mmh, organisations syndicales qui vont être représentatives dans toutes les entreprises. On peut les connaître. Et puis voilà. Donc on a ces procès-verbaux qui sont envoyés, par télétransmission et on a l'affichage qui n'est pas obligatoire, hein, mais qui généralement est prévu par le protocole d'accord préélectoral, l'affichage qui se fait dans l'entreprise. C'est assez simple, il n'y a pas de de formalisme difficulté dessus. finalement, Ouais. OK. Alors on en a déjà parlé tout à l'heure, mais que doit faire l'employeur en cas d'absence de candidat? Et bien, dans ce cas-là, à l'issue du processus électoral, il établit son procès-verbal de carence. Donc, on déclare la carence sur la télétransmission et on envoie le procès-verbal de carence à l'inspection du travail dans les 15 jours. Ce dernier doit en informer les organisations syndicales du département D'accord. afin d'informer les syndicats de la carence de candidats. Ce qui est pensé un peu derrière, c'est que les syndicats pourraient contacter des salariés pour ouvrir une section syndicale et demander plus tard à réorganiser des élections du CSE. En pratique, ça change pas grand-chose, mais ça fait partie des obligations. Mmh. Justement, tu parlais des sections syndicales, il y a Marine qui demandait à partir de quand a-t-on une section syndicale? Quand on a un syndicat présent dans l'entreprise. Oui, La section syndicale n'a pas vraiment beaucoup de pouvoir, hein. C'est vraiment le salarié qui met en place sa section syndicale, son syndicat dans l'entreprise. Donc, le syndicat est présent dans l'entreprise, on va avoir notre section syndicale. Mais cette section syndicale n'a aucun pouvoir véritable dès lors qu'elle n'est pas représentative. Donc, il faut passer l'épreuve électorale. Avant, il y avait ce qu'on appelait les 5 grands. On avait ce qu'on appelait une présomption de représentativité, c'est-à-dire que les 5 grands syndicats étaient considérés comme représentatifs. C'est plus le cas. Maintenant, la représentativité doit se démontrer par une élection. Donc, il faut absolument passer cette étape électorale. d'accord, et peut-être une dernière question avant de conclure. Il y a Elisa qui nous demande si nous avons 2 tours, on doit transmettre les PV du premier et du second tour en une fois ou après chaque tour aux organisations syndicales et aux centres de traitement? Alors, de mémoire, il est possible de le faire à partir du deuxième. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Kevin. Je vous remets le lien vers, notre dossier qui résume tout. Alors, on a un dossier qui est dédié aux CSE et un dossier, pardon, qui est dédié aux RH, donc n'hésitez pas à prendre celui qui vous convient. On arrive à la fin de cette webconférence, donc merci à tous d'avoir encore été très nombreux. Merci Marine et merci Kevin, hein, pour tous tes éclairages. Ben, Nous merci à espérons que vous. cette, session, vous a été utile. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à aller sur Jury Travail pour retrouver plein de contenus pratiques, des articles, des dossiers, des modèles, toujours prévus, conçus, pensés pour vous, et si vous avez une question spécifique ou un cas particulier, n'hésitez pas à utiliser le petit bouton là: «J'ai une question» et Kevin ou quelqu'un de son équipe pourra y répondre. Nous vous donnons rendez-vous pour les prochaines webconférences. Alors, il y en a plusieurs avant la fin de l'année. Le 4 novembre sur la mise à pied, pardon, les avertissements et le licenciement avec Kevin, hein, notre star qui est adulé dans les commentaires. Le 18 novembre sur le harcèlement et burn-out avec Alexandra. Le 4 décembre sur le licenciement économique et le 18 sur les nouveautés légales, les jurisprudences pour bien démarrer 2026. Alors, je vous avoue que cette webconférence-là, elle est un peu compliquée vu tout ce qui se passe en ce moment avec les changements de gouvernement. Donc, on espère que d'ici là, ça sera un peu apaisé. En tout cas,
voilà, avec, Kevin, on voulait vous dire, vraiment merci. On est ravis, de vous proposer ces rendez-vous. Ce sont des sujets qui nous tiennent à cœur, hein, vous le voyez, et on est vraiment heureux et voilà et ravis de les partager avec vous. Si vous avez envie de nous laisser un petit mot, n'hésitez pas, ça nous fait toujours plaisir. Marine, merci beaucoup pour ta présence sur le chat. Beaucoup de bonheur à venir et puis, merci à tous, pour votre présence. Kevin, un Merci dernier à mot? vous. Merci à vous. À bientôt, Marine, À et très merci à vite. vous tous. Bonne journée. Au revoir.